Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui aborde les questions que les internes se posent généralement lorsqu'ils envisagent leur thèse de médecine. Quelques mots de présentation pour débuter. Je suis pédiatre dans un centre hospitalo-universitaire. J'ai encadré déjà une dizaine de thèses ou de mémoires. Je vais m'intéresser particulièrement aux thèses qui ont pour objectif d'aboutir à une publication scientifique, d'abord parce que c'est ce que je sais le mieux faire, et puis aussi parce que pour moi, la publication scientifique est un marqueur d'un travail d'une rigueur et d'une exigence importante, mais également marqueur d'un travail qui répond à une question qui intéresse plus largement et qui peut donc un jour répondre à une question que n'importe quel médecin ou chercheur pourrait se poser dans une autre partie du monde. Deux idées ensuite sur le concept de thèse. La première, c'est que certes, la thèse, c'est la validation nécessaire pour progresser de la phase d'approfondissement à la phase de consolidation. Mais pour moi, c'est surtout une formation, et il faut le voir comme une formation à la recherche clinique ou à la recherche en général, au cours de laquelle vous allez apprendre énormément de choses sur la manière de réfléchir et sur la manière de rédiger. Donc c'est le premier message et ça a des implications notamment pour le choix de votre directeur. La deuxième chose, c'est que à votre place, quand j'étais à votre place, j'étais complètement paralysé parce que j'ai l'impression que la thèse devait aboutir à quelque chose d'extraordinaire. Or, il faut dire que les règles du jeu ne permettent pas d'aboutir à quelque chose d'extraordinaire. Ça peut aboutir à quelque chose de très beau et ça va être notre objectif, mais d'extraordinaire, soyons modestes, ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible d'une part parce que souvent vous n'êtes pas formé avant et je ne l'étais pas non plus à votre place. Donc quand on commence à faire de la cuisine, on ne peut pas faire le meilleur plat du monde du premier coup. Et puis la deuxième chose, c'est que le temps est limité et encore plus depuis la réforme, puisque entre le début de votre internat et puis la validation de le fait que vous passiez votre thèse avant la fin de votre phase d'approfondissement, bah, le nombre d'années est limité. En plus, vous avez toute votre activité clinique et vous devez apprendre énormément de choses aussi sur la partie clinique. Et donc, c'est compliqué de libérer du temps. Et donc, sur le petit pourcentage de temps dédié à votre thèse, il ne sera pas possible de faire quelque chose d'extraordinaire. Si on fait quelque chose de très beau, ce sera déjà très bien. Et il faut avoir ce niveau d'exigence pour votre thèse. Le message derrière, c'est ne soyez pas paralysé par l'idée de la thèse. À un moment, il va falloir s'y plonger et ce moment, c'est probablement dès maintenant. Justement, parmi les questions que les internes se posent habituellement, il y a une première question qu'il faut aborder, c'est quand s'y mettre. Pour moi, il y a une première année d'internat au cours de laquelle il faut se consacrer exclusivement à la clinique. Déjà, on change de statut, on acquiert plus de responsabilités, on découvre énormément de choses. Et donc, c'est pas pour moi le moment de se lancer dans une thèse de médecine. Il faut faire de la clinique, de la clinique, de la clinique. Et surtout, le soir, quand on revient chez soi, il faut prendre le temps. Si on a le temps de le faire en stage, c'est encore mieux, mais si on n'a pas le temps, il faut le faire chez soi, d'aller chercher de la littérature, de commencer à s'habituer à lire des articles de revues sur les pathologies qu'on voit, essayer de comprendre comment on pourrait orienter la prise en charge de ce patient dans un sens ou dans l'autre en lisant des articles de la littérature qui nous aident, ou en lisant sans que ce soit des articles forcément scientifiques, en lisant des bouquins sur notre spécialité, etc. Donc, disons la première année, les 2 premiers semestres, clinique 100%, mais en revanche, il faut vraiment s'y mettre à 100% parce que après, on aura moins le temps de consacrer comme ça 100% du temps à la clinique. Deuxième année, vous rentrez dans la phase d'approfondissement et cette phase va durer 2 ou 3 ans selon les spécialités. Et à la fin, là, vous avez une deadline puisqu'il va falloir que vous passiez votre thèse avant la fin de cette étape pour entrer ensuite en phase de consolidation. Et donc, là, il va pas falloir s'y mettre trop tard dans le sens où, il y a des choses qui prennent du temps, il y a des choses qui prennent du temps qui vont être, définir le sujet avec votre directeur, le recueil de données, ça prend du temps. Parfois, il y a des démarches éthiques à réaliser, ça prend du temps et là, c'est un peu plus stressant parce que c'est pas dépendant de vous, c'est dépendant de la prochaine réunion du comité ou du comité de protection des personnes et cetera et donc vous pouvez rien faire que d'attendre. Et puis ensuite, il y a aussi un temps un peu incompressible qui est le temps de obtenir le permis d'imprimer. Donc ça, c'est à la fin de votre thèse, de réserver la salle, de soumettre les choses, etc. Et ça aussi, ça prend du temps que vous n'aurez pas à la fin de votre thèse. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas vous consacrer à écrire votre thèse pendant ce temps-là. Donc,
L'idée est de se dire que au 3e ou au 4e semestre, c'est-à-dire pendant la première année de la phase d'approfondissement, on commence à définir le sujet et le directeur. Histoire qu'ensuite on ait bien au minimum 1 an pour bien conduire sa thèse de A à Z. Idéalement donc, dès le 3e semestre, il faut avoir les idées assez claires et puis au 4e semestre, se décider en début de 4e semestre, au bout de 3 mois, moi je dirais en début, à la moitié du 4e semestre, on se décide sur un sujet et à ce moment-là, sur son directeur et c'est parti. Alors, vient ensuite la question suivante, c'est comment choisir son directeur, sa directrice. Pour moi, ce directeur, cette directrice, il doit avoir 3 qualités et ça me paraît compliqué s'il en manque une des 3, donc idéalement, il faut qu'il ait les 3. La première qualité qu'il faut que votre directeur ait, c'est de la disponibilité. Ça rejoint le fait qu'on a dit que c'était une formation, la thèse, et donc il faut que vous ayez un directeur qui soit disponible pour vous orienter. En gros, si votre directeur ou votre directrice, il vous laisse tout seul gérer votre thèse et à la fin il vous dit OK, très bien, maintenant on se soutient, à mon avis, c'est que vous avez raté quelque chose, c'est que votre directeur, votre directrice n'a pas le temps de s'occuper de vous et ou que le sujet que vous lui avez proposé l'intéresse finalement moyen ou qu'il ne sait pas vraiment encadrer des thèses. Et donc, s'il vous laisse en gros tout faire de votre côté, vous dit en permanence que tout est très bien et qu'il n'y a rien à changer, à mon avis, c'est qu'il y a un problème. Et donc, on va retenir comme message sur l'aspect disponibilité qu'il faut éviter absolument tous les gens qui sont débordés, puisque les gens qui sont complètement débordés ne pourront pas vous aider. Et pour moi, c'est à proscrire si on veut faire une thèse qui soit intéressante et progresser au cours de sa thèse. Donc c'était pour la disponibilité. Ensuite, il y a un deuxième point qui est le relationnel. Il faut évidemment que vous ayez un très bon relationnel avec votre directeur ou votre directrice de thèse. Donc idéalement, vous avez déjà travaillé avec lui en clinique et vous entendez bien. Évidemment, il est plus vieux que vous, il n'est pas forcément de votre génération, donc ça va pas être votre pote, mais il faut que déjà il soit pas maltraitant et que ensuite il vous agace pas parce que s'il y a certains traits déjà de votre potentiel futur directeur ou directrice qui vous agacent, comme vous allez travailler avec lui ou elle et que si c'est un bon directeur, il va vous faire rebosser, 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 rebosser certaines parties de votre thèse jusqu'à ce que ça soit très bien. Si déjà il vous agace ou elle vous agace, ça va devenir de plus en plus compliqué au bout d'1 an. Donc ça, c'est pour le relationnel. Et puis la troisième chose, c'est que quand même, il faut qu'il soit un minimum compétent. Si vous, ça, là, je parle pas du tout de la compétence clinique de ce directeur. Il y a des gens qui sont d'excellents cliniciens, qui sont extraordinaires avec les patients, qui prennent toujours les meilleures décisions possibles, etc. Mais qui, lorsqu'il s'agit de rédiger un article scientifique, or là, on choisit le domaine des thèses qui vont mener à une publication scientifique, sont pas du tout à la page. Ça les a jamais vraiment intéressés. Eux, ce qu'ils aiment, c'est le patient, le patient, le patient. Et c'est super d'avoir des gens comme ça dans son équipe. Mais vous, pour votre thèse, c'est pas vraiment ce type de personne qui va vraiment réussir à vous former et à vous aider. Donc, retenez bien ces 3 points, disponibilité, relationnelle, compétence. Si vous avez en vue un directrice ou un directeur qui est top sur ces 3 points, à ce moment-là, il faut sauter le pas et il faut aller le voir, la voir et démarrer les choses. En 3 semestres ou 4 semestres, vous n'allez pas avoir rencontré énormément de monde et il peut se trouver le cas de figure où vous avez très envie, par exemple, de faire de l'hématologie pédiatrique et vous n'êtes jamais passé en stage d'hématologie parce que jusqu'ici, vous n'avez pas accès à ces stages. Et donc, vous avez envie de faire une thèse dans ce domaine parce que c'est ce qui vous passionne. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Moi, j'aurais plusieurs conseils là-dessus. La première chose, c'est d'identifier quelqu'un qui vous a fait cours. Vous avez forcément quand même croisé quelqu'un d'hématologie pédiatrique un jour. Et donc, vous lui envoyez un petit mail et vous lui demandez à le rencontrer. Donc ça, vous lui dites les choses de façon assez honnête. Vous dites, voilà, je suis interne, je suis intéressé par, j'ai besoin de faire une thèse, je suis intéressé par l'hématologie pédiatrique. Jusqu'ici, je n'ai pas pu passer en stage, mais seriez-vous d'accord pour me rencontrer pour qu'on puisse discuter d'un éventuel sujet de thèse? Et puis, ce qu'il faut vraiment que vous compreniez à ce stade-là, c'est qu'en dehors de tout le stress et du vidage de surrénal que vous aurez mis lors de l'écriture du mail et de l'envoi, et ensuite de l'attente anxieuse de la réponse,
Les gens qui sont derrière et qui vont vous lire, eux, ont complètement l'habitude. Et le premier message, c'est que vous ne les dérangez pas. Au contraire, souvent, ça les flatte que vous ayez les chercher. Et la deuxième chose, c'est que ce n'est pas un engagement à vie. C'est-à-dire que il m'est arrivé moi-même pendant mon master 2 que de m'engager d'abord avec une personne et puis on a discuté sujet. Le sujet qu'il me proposait m'intéressait pas du tout et puis finalement, bah, on a dit: «Bon, bah, alors non» et on a fait chacun nos chemins et puis j'ai retrouvé un quelqu'un d'autre qui m'a proposé un sujet qui me convenait beaucoup mieux et j'ai fait, ma thèse avec, ou mon master 2 avec cette personne-là et ça s'est extrêmement bien passé et j'ai pas du tout regretté et surtout, ce qui est plus important, je ne suis pas du tout fâché et avec la personne avec qui on a décidé de ne pas y aller. C'est la vie. La vie, c'est des gens qui se rencontrent. Parfois, il y a des synergies qui sont là. Parfois, il n'y en a pas. Ce qu'il faut savoir faire, c'est quand il n'y a pas de synergie, ne pas s'entêter et passer à autre chose. Des directeurs potentiels de thèse, il y en a des milliers. Et donc, il faut tenter, lancer, créer des opportunités, rencontrer les gens, et puis ça passe ou ça passe pas. Et vous, pour vous, c'est souvent la première fois que vous faites ça et vous êtes très anxieux. Et je l'étais 100 fois à votre place. Mais maintenant que je suis passé de l'autre côté, je me rends compte que, au contraire, pour quand on est plus vieux, on se sent flatté que quelqu'un vienne nous chercher. On est ravi de discuter sujet, et parfois on sent que ça va le faire ou on sent que ça va pas le faire. Et ça nous paraît complètement normal. Quelque chose qui est néanmoins important, quel que soit le choix de votre directeur, c'est-à-dire que vous le connaissiez déjà ou vous ne le connaissiez pas vraiment, c'est de, si possible, de demander aux internes qui ont travaillé avec eux précédemment comment ça se passe. Parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement sympas et puis quand il s'agit de bosser sur un sujet un peu compliqué, etc., là ils vont devenir moins sympas ou inversement, il y a des gens qui sont pas très sympas parce qu'ils sont très stressés lorsqu'ils sont en contact des malades et puis quand ils font de la recherche, c'est des gens adorables. Et donc, il faut sentir un peu comment les choses se passent et de la même manière qu'on demande des avis sur les stages aux internes précédents pour savoir si ça vaut le coup d'y aller ou pas. Là, ça vaut le coup aussi d'avoir un petit panel d'internes qui puissent donner des conseils ou en tout cas refléter leur expérience. Donc, le choix du directeur, on récapitule, hein, disponibilité, relationnel, compétences. Idéalement, vous le connaissez, vous avez déjà un peu travaillé avec lui au moins en clinique. Si vous ne le connaissez pas, c'est pas grave, vous vous envoyez un mail, vous sollicitez l'entretien, ça fonctionne pas, vous ressollicitez d'autres entretiens avec d'autres gens, et à un moment, ça finit par fonctionner. Donc ça, c'est pour le directeur, la directrice. Et puis ensuite, il y a le choix du sujet. Et donc le choix du sujet, ça va se faire avec votre directeur et votre directrice. C'est pour ça que d'abord, enfin les 2 sont un peu concomitants, mais souvent on choisit plutôt son directeur, sa directrice et ça va aller avec le sujet. Alors, moi ce que je trouve pas mal, c'est si vous préparez un petit peu avant l'entretien que vous allez avoir avec votre directeur ou votre directrice, sans avoir un sujet forcément défini. Mais en disant, voilà, dans telle spécialité, qui est la vôtre, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est ça. Par exemple, si on prend le cas de l'hématologie pédiatrique, ce qui m'intéresse particulièrement, là, ce que j'ai vraiment aimé en stage, c'est la relation, médecin-patient, en fin de vie. C'est, les traitements de la leucémie aiguë lymphoblastique, de type B, c'est et cetera. Et ensuite, votre directeur, soit ça va faire tilt parce que il a déjà un sujet en tête, il cherchait déjà des internes, mais il y avait vraiment personne qui était intéressé. Et donc là, bah, ça match. Et donc ça, c'est super, tout le monde est hyper content. Soit votre directeur, votre directrice, il va sentir que globalement, c'est pas un sujet super pour une thèse parce que c'est quelque chose qui a été fait parfois un millier de fois avant vous et de façon souvent très bien. Et donc refaire une millionième fois la même chose, ça a vraiment pas beaucoup d'intérêt. Et donc là, il va plutôt vous proposer quelque chose et lui aussi va avoir un sujet à vous proposer. Donc moi, je trouve que si vous arrivez en disant un petit peu, voilà, le champ qui m'intéresse c'est celui-là, ça permet à votre directeur de se dire déjà, ah bah c'est bien, il arrive avec des idées, avec déjà des idées, et puis ensuite on va voir si ça va matcher ou pas. Et puis de votre côté, en fait, votre directeur aura déjà fait un peu le travail, le même travail inconsciemment. Dans sa tête, il a toujours plein de sujets qui gravitent, et puis il va vous proposer quelque chose. Il faut que le sujet vous plaise évidemment, parce que comme vous avez travaillé un an, au moins un an dessus, tous les jours, tous les jours, tous les jours, enfin de façon extrêmement régulière, si ça il vous dégoûte un peu au début, il va finir de vous dégoûter assez vite. Et si vous l'adorez au début, il va y avoir des petites phases de dégoût, mais ça sera plus supportable à force de travailler dessus. Ensuite, il y a trois types de thèses, je dirais, qui ont trait à la méthodologie que vous avez utilisée.
C'est-à-dire, et ça, il faut le voir avec votre directeur. Soit votre directeur a une base de données qui est toute prête. Il a mené une étude scientifique, il a recueilli des données, et puis il voudrait analyser ces données ou réanalyser les données d'un essai qu'il a conduit. Et il se dit, bah tiens, si j'avais un interne qui pourrait faire ça, ça serait super. Donc là, c'est un peu le cas de figure idéal dans le sens où la base de données est déjà prête. Souvent, vous n'avez pas cette étape de recueil de données qui est souvent la plus longue dans la thèse à réaliser. Donc voilà, ça c'est une possibilité. Une deuxième possibilité, c'est de faire une étude qui est prospective, donc c'est-à-dire que vous allez recueillir les données au cours du temps sur les 6 mois ou l'année qui vient. Et donc là, c'est un type de thèse qui est difficile à conduire parce que c'est un type de thèse qui prend du temps, dans le sens où souvent il y a des démarches, enfin souvent quasi toujours, hein, il y a si vous travaillez avec des patients, en tout cas, il y a des démarches à réaliser, des démarches réglementaires. Il faut obtenir l'aval d'un comité de protection des personnes ou d'un comité d'éthique, ça dépend de votre type d'étude. S'il faut enregistrer votre base de données que vous allez utiliser, etc. Déclarer le fichier LACNIL et compagnie. Donc tout ça prend du temps et encore une fois là c'est du temps dont vous n'êtes pas maître donc ça peut être très stressant et moi il m'est arrivé pour des internes, enfin pour un interne en particulier qu'on se lance dans quelque chose de prospectif comme ça et puis finalement on se rend compte que on a soumis au comité de protection des personnes et puis ça met du temps, ça met du temps, ça met du temps, ça met du temps, ça met du temps et à la fin bah, on est obligé de changer de sujet en urgence parce que ça a mis trop de temps. Donc ça, c'est, on va dire, c'est possible si vous y prenez très tôt, soit voilà, au tout début de votre phase d'approfondissement. Si vous êtes déjà bien avancé dans le quatrième semestre, il faut se dire que ce sera plus possible. Et puis ensuite, il y a le troisième type qui est le type le plus fréquemment utilisé, c'est d'utiliser rétrospectivement des données, c'est-à-dire que vous allez fouiller dans les dossiers, faire un recueil de données et ensuite regarder à partir de ces données si vous pouvez tirer des conclusions. Donc ce sont des études rétrospectives. Là, encore, il y a quand même des choses réglementaires à réaliser. Souvent, il faut l'aval d'un comité d'éthique, enregistrer votre base de données auprès de votre Data Protection Officer. Enfin, vous reverrez tout ça avec votre directeur de thèse. Mais il y a un peu de réglementaire à faire. Et l'autre chose, c'est que il faut que vous soyez honnête avec vous-même. Aller chercher les infos dans les dossiers, ça prend énormément de temps. Souvent, quand les données qu'on recueille sont complètement non structurées dans le sens où elles sont éparpillées un peu partout. Et donc là, faut pas vous lancer dans quelque chose de délirant. Si vous faites un recueil de données extrêmement précis avec des dizaines et des dizaines de variables, il faut vous limiter au maximum à 50 ou 100 patients. Et si c'est en gros, je sais pas, 20 variables, c'est-à-dire vous allez recueillir l'âge, le sexe, etc. Et puis 18 autres choses comme ça. Moi, je vous conseille de vous limiter au maximum à 300 patients, qui est déjà un chiffre énorme. Mais j'ai vu des internes autour de moi se lancer dans des thèses avec 1000 patients, par exemple. Et alors là, ils ont passé leur vie à faire ça pour arriver finalement, bah, en fait, quand on prend 1000 patients, bah, souvent le recueil de données n'est pas forcément super bien fait parce qu'on n'a pas eu tellement de temps de bien se replonger. Donc là, ça devient vraiment l'enfer et finalement, ce qui sort, c'est un truc pas génial avec peu de patients. Donc, avec peu de données exploitables, je veux dire. Donc, soyez, voilà, voyez avec votre directeur, ne vous lancez pas dans quelque chose de trop ambitieux. Si vous avez une maladie rare où il vous faut vraiment toutes les données du patient, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup de variables, limitez-vous à 50 patients. Si c'est quelque chose une maladie plus fréquente avec un peu moins de variables. Là, vous pouvez monter peut-être jusqu'à 300, mais 300 c'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est certainement une limite que je ne demanderai pas à un des internes que j'encadre de dépasser. Alors enfin, il y a une question qui est est-ce qu'on utilise son propre sujet ou pas son propre sujet? J'aurais peut-être dû commencer par ça d'ailleurs, mais globalement, c'est super d'avoir son propre sujet dans le sens où ensuite on a l'impression d'avoir vraiment été à l'origine de sa thèse et c'est très agréable. Néanmoins, souvent, le propre sujet qu'on sort, comme on n'est pas formé, comme on n'a pas les idées tellement claires, c'est un sujet qui est souvent a déjà été fait 1000 fois, ou souvent n'est pas vraiment une bonne question, ou alors c'est une question très intéressante mais à laquelle on ne peut pas répondre, et ou en tout cas pas répondre dans le cadre du temps imparti donné par une thèse. Et
Je vous conseille plutôt de suivre, de voir avec votre directeur, un sujet dans le sens où votre directeur vous donne le sujet, puisque lui a une vision de la littérature, de ce qui a déjà été fait et de ce qui serait intéressant d'ajouter comme pierre à l'édifice. Et c'est pour ça, la boucle sera bouclée comme ça, c'est pour ça que je reviens au fait que si vous arrivez, vous, avec un champ de médecine qui vous intéresse particulièrement, eh ben, ça peut être un bon match comme ça, c'est-à-dire que vous dites, moi ce qui m'intéresse c'est plutôt ce domaine-là, votre directeur vous dit, ben, dans ce domaine-là, ce qui n'a pas encore été fait c'est ça, et ça serait intéressant de le regarder. Et à ce moment-là, ça vous permet d'avoir votre sujet ça vous permet à la fois d'avoir un sujet qui soit intéressant au niveau scientifique et qui soit dans votre champ d'intérêt aussi. Et donc, c'est ce qu'on pourrait appeler un match. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris des choses et que elle vous permettra de bien vous lancer dans votre thèse. Et puis, je prépare une vidéo suivante sur les premières étapes pour démarrer sa thèse. À bientôt.